L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado aux 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement. Pour cet épisode, nos panélistes aujourd'hui sont Madame Maggie Couture, directrice de la chaîne logistique à la Ville de Montréal. Madame Nancy Beauchemin, présidente et consultante de l'entreprise Expert Conseil Inc. Et Monsieur Alain Dubé, chef de service, gestion contractuelle et approvisionnement à Urgence Santé. Mesdames et messieurs, nos 3 panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Panélistes, merci de votre apport au balado et sans plus tarder, commençons notre discussion. La logistique est souvent perçue comme une fonction opérationnelle, voire administrative, reléguée à l'arrière-plan des décisions stratégiques. Pour plusieurs acheteurs, elle demeure un secteur méconnu, parfois sous-estimé, alors qu'elle influence directement les coûts, le niveau de service, la gestion des risques et, ultimement, la rentabilité des organisations. Dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus complexes, volatiles et exposées aux perturbations, la logistique n'est plus seulement une question d'exécution, elle devient un véritable levier stratégique. Optimisation des flux, choix des partenaires, gestion des inventaires, transport, technologie, indicateurs de performance. Chaque décision logistique peut générer des gains significatifs ou des pertes coûteuses. Aujourd'hui, nous allons donc explorer comment la logistique peut passer d'un centre de coût à un moteur de création de valeur et pourquoi la logistique reste trop souvent en silo des services d'approvisionnement. Comme introduction, panélistes, pourquoi, selon vous, la logistique demeure-t-elle un angle mort pour plusieurs acheteurs? Alors, je vais casser la glace. Alors, selon moi, la logistique demeure un angle mort pour les acheteurs, souvent par méconnaissance du secteur. Et physiquement, souvent les acheteurs et les gens de la logistique sont sur des installations différentes, donc des lieux différents. Côtoient pas les produits, donc voient pas la volumétrie des produits, par exemple. Voit pas l'enjeu que peut causer de commander un certain surplus de stock comparativement à la quantité juste, compte tenu du manque d'espace. Donc, je dirais qu'essentiellement, c'est pour cette raison-là. Là. Je ne sais pas s'il y a d'autres de mes collègues qui ont d'autres points de vue là-dessus. Je pense que de moins en moins quand même, tu prends les formations universitaires, de plus en plus, c'est des chaînes d'approvisionnement. Quand j'ai fait de la formation, tu faisais une formation en acheteur, il y a longtemps. Aujourd'hui, tu fais des formations en chaîne d'approvisionnement. Je pense que les nouveaux acheteurs, majoritairement, ont plus conscientisé que la logistique elle a une importance dans le processus. Souvent, on l'oublie quand on fait nos appels d'offres, quand on fait nos recherches de prix, qui fait que ça a des conséquences souvent quand tu regardes pas le temps de regarder combien ça coûte de l'amener, combien ça coûte de le gérer, combien ça coûte de l'entreposer, l'argent que tu mets dans un entrepôt. Il y a une perte de connotation, je pense, qui arrive un certain temps à ce niveau-là, achat, logistique. C'est pour ça que tu regardes dans le réseau de la santé, en 2015, quand on a fusionné, on est devenu les CIS et les CIUS, énormément d'établissements ont créé des directions de logistique. La raison de qu'ils ont créé des directions de logistique, c'est justement de rassembler les départements de gestion contractuelle, d'achat et de logistique, d'entreposage, tous sous un même
toi, pour avoir une vision globale continue d'une chaîne d'approvisionnement. Est-ce qu'il y a encore des problèmes? Oui, comme Nancy disait tantôt, souvent les acheteurs sont dans leur petit monde à côté, les gens d'entrepôt sont dans leur monde différent, mais il y a des établissements qui ont regroupé les deux ensemble, dans les mêmes bâtisses, dans des bâtisses extérieures, dans des entrepôts centralisés, justement pour que les gens se parlent, former une synergie d'équipe. Si tu n'as pas ça ensemble, si tu partages pas les mêmes objectifs, tu pourras pas partager la performance, là. Il y a quelqu'un qui va payer quelque part. Donc, je pense que les acheteurs doivent pas oublier non plus que tu as une performance monétaire. C'est beau de faire une économie, mais si ton économie ne génère pas d'économie d'utilisation d'opérationnel, ça te donne rien parce que tu vas manger tout simplement tes économies en bout de ligne. Donc, oui, il y a encore une petite ségrégation entre les deux, mais je te dirais de moins en moins. Il y a peut-être 20 ans, c'était très, très, très différent, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins que ça l'est. Ben, je vais parler pour le secteur municipal. Le secteur municipal, c'est pas tant vrai. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement parce que le magasinier aujourd'hui reste quelqu'un qui est derrière le comptoir et qui donne une pièce dans la perception des gens, ce qui est pas vraiment le cas. C'est une des façons d'installer un produit dans le réseau. Maintenant, ce qu'on a commencé à faire, je vais parler pour la Ville de Montréal, c'est de parler de stratégie logistique. Comment on va amener le produit à destination de la meilleure façon possible et comment on va réfléchir. Est-ce que le magasin est une option dans la stratégie logistique, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que la difficulté de se faire reconnaître auprès des acheteurs, parfois, c'est que souvent, la tendance est de dire, ben l'appel d'offres est terminé, le contrat est lancé et tout est terminé. Alors que la stratégie logistique commence bien avant l'appel d'offres, avant qu'on décide qu'on comprenne notre besoin, ce qu'on va en faire, et ça va déterminer comment je vais acheminer le produit jusqu'à destination. Donc, ces notions-là sont, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, sont pas tant répandues. Et quand on parle de ça, il y a beaucoup d'éducation à faire sur quels sont les bienfaits d'une stratégie logistique, qu'est-ce que ça apporte, pourquoi je devrais me soucier de ça directement dans l'appel d'offres et même bien en amont de l'appel d'offres pour écrire un cahier de charges qui va amener le produit à destination de la meilleure façon possible pour respecter le niveau de service. On n'est pas là encore. Depuis la pandémie, on a pris beaucoup de galons et on a parlé de résilience, des chaînes d'approvisionnement. On en a tellement fait partie au niveau de la logistique pour la distribution, toutes sortes de choses. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, la logistique est sortie de sous son couvert un peu caché. Mais est-ce que les gens comprennent vraiment bien à quoi ça sert et comment ça peut contribuer justement à la rentabilité, à l'organisation, au respect des budgets? Et on y a encore du chemin à faire. Maggie, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est quand on développe un appel d'offres, ce que tu as dit, c'est on devrait impliquer la logistique. C'est pas juste le client interne qu'on est en train de lister ses besoins, mais aussi aller voir la logistique côté transport, côté inventaire. Donc, on a besoin de leur input avant de lancer un appel d'offres. Avant d'écrire un cahier de charges et de déterminer, est-ce que je vais maintenir ça à l'entrepôt? Est-ce que je vais le faire venir direct du fournisseur? Est-ce que je vais l'arrêter dans un magasin plus satellite ou un entrepôt secondaire? Est-ce que je vais en maintenir beaucoup ou je vais faire du juste à temps? Il y a beaucoup de choses à savoir avant. Il faut comprendre le projet de notre partenaire, qui est le service qui a besoin de l'appel d'offres. Il faut comprendre ce qu'il veut, comment il veut, l'espace que ça va prendre. Donc, tout ça, ça se fait avant l'appel d'offres parce que dans le cahier des charges, il faut mettre la bonne chose pour que le fournisseur sache ce pourquoi il va soumissionner. Est-ce qu'il va faire 8 livraisons, 25 livraisons, des petits camions, des gros camions? Est-ce qu'il va faire plusieurs portes? Comment il va en amener à chaque fois? Combien il va palettiser ses produits? Comment il va les apporter, etc., etc. Il y a tellement de questions à répondre qu'on peut pas prendre la chance de juste écrire dans le cahier des charges. Je vais conter une anecdote là où on n'avait pas été avisé à un moment donné, puis il y a des camions 53 pieds qui sont mis à reculer au centre de distribution remplis de bacs de recyclage, alors qu'on n'avait pas été avisé, mais que dans l'appel d'offres, c'était écrit
qu'on allait entreposer ces bacs-là au centre de distribution. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on a l'espace? Est-ce qu'on est capable de manipuler le produit? Est-ce qu'on est capable de le transporter vers combien ça va coûter tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres options? Donc, oui, le cahier des charges est vraiment, vraiment très, très important parce qu'après ça, le contrat, il va durer 2, 3, 4, 5 ans. On est pris longtemps avec un problème qui va nous amener à avoir des roches dans nos souliers tout le long du contrat, des enjeux avec le fournisseur, des enjeux de livraison, des problèmes de retard, des problèmes d'espace. Donc, le cahier des charges, c'est la clé de la bonne entente puis d'un contrat après qui va être rentable. Mais là, c'est pas juste le prix qui fait qu'une entente, c'est rentable ou c'est intéressant ou ça va nous amener un bénéfice pour l'organisation. C'est aussi comment on va acheminer le produit, qu'est-ce que ça va coûter à l'organisation de maintenir tout ça en place. C'est énorme comme coût et on le considère pas aujourd'hui parce que c'est à l'entrepôt, ça coûte soi-disant rien, alors que c'est faux. Donc, toutes ces questions-là, on doit se les poser en amont. Peut-être arrive un Au certain niveau de la temps que santé, Alain et Nancy, vous avez aussi beaucoup d'expérience. Est-ce que vous pensez aussi, comme dans le municipal, il faut vraiment une implication de la logistique quand il est temps de conclure des contrats avec des fournisseurs, que ce soit à l'appel d'offres ou en gré à gré? ben, je te dirais que la santé a quand même fait un grand pas en 2015, comme je disais tantôt. La pandémie a aussi amené beaucoup de changements, tout comme le municipal, là, on disait tantôt, que Maggie elle disait tantôt, qu'elle a mis la logistique sur la sellette, qui n'existait pas nécessairement, qui était une direction secondaire. Oui, puis je pense qu'il y a quand même un changement en santé. Il y a des établissements qui ont fait des gros changements. Par exemple, le CHU de Québec, le Centre universitaire de Québec, a maintenant un centre logistique centralisé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la santé de ce côté-là. Il y a encore du chemin à faire, là. La mentalité est encore là, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, souvent les achats, le défaut des achats, c'est qu'on célèbre des économies. Yeah, j'ai sauvé de l'argent, j'ai fait un beau contrat, mais on oublie, si tu oublies le côté de la logistique, tu oublies de gérer les conséquences de tes économies potentiellement. Tu sais, comme dans mes anciennes vies, j'étais dans l'industriel, tu pensais avoir gagné, j'ai sauvé tant de dollars sur le film, puis tu étais tout content, mais tu allais sur les planchers d'opération, puis la machine, elle brisait, puis elle ne roulait plus maintenant. Elle t'a brisé 50 du temps. Tu n'as pas sauvé une scène. Donc, c'est un peu le même principe avec la logistique, là. Que ce soit une usine, que ce soit n'importe quoi, les opérations, quoi que ce soit, il y a un lien de cause et effet, puis tu peux pas travailler dans ton coin tout seul. Tu peux pas, si tu n'as pas les mêmes objectifs que la logistique, que ton département en tant que tel, que ton client, tu vas juste te ramasser quelque part. Tu partageras pas la performance, tu partageras pas les résultats. Oui, toi, tu as peut-être des bons résultats, mais globalement, l'organisation, tu n'auras peut-être pas des bons résultats parce que ça coûte trop cher. Tu reçois des 53 pieds de container. Faut que tu loues des entrepôts à l'externe parce que tu n'as pas l'espace à les mettre dedans. Tu es tout content hein, aux approches d'avoir dit hey, j'ai sauvé de l'argent. Mais en bout de ligne, tu n'as rien gagné. Là. Donc, c'est vraiment une chaîne, c'est vraiment un lien. Tu peux pas briser cette chaîne-là. Trop souvent, dans le passé, on brisait la chaîne, puis on oubliait les sections de la chaîne. Mais on disait tantôt, la chaîne, ça va. Nancy disait tantôt que la chaîne, ça va même par les comptes payables. Si tu as des problèmes de comptes payables, si tu as des problèmes tu prends pas tout ça, puis je vais appuyer sur ce que Maggie disait. Tout ça, ça se décide initialement à l'analyse des besoins. Le besoin quand tu analyses ton besoin de ton appel d'offres, ben, il y a un côté logistique dans ce besoin-là. Si tu ne prends pas le temps de regarder, puis quand on parlait d'anecdotes, j'ai regardé justement une analyse de besoin aujourd'hui, puis c'est marqué qui ça gère? Ben, la personne avait écrit ça gère ma direction à moi. OK, mais tu as oublié tout le reste d'organisation, là. Il y a des acheteurs, il y a des gens de l'entrepôt, il y a des gens de logistique, il y a des gens. Donc, tu peux pas séparer le tout. Si tu sépares le tout, tu vas te ramasser tout simplement que tu vas avoir une dysfonctionnalité totale, puis tu vas avoir des coûts qui vont s'exagérer tout simplement. Mais le réseau de la santé, je parle beaucoup, je sais Nancy parlait, mais le réseau de la santé s'est amélioré, mais est-ce qu'il est encore là à 100%? Non. Ben, le moment où ou en tout cas c'est le plus évident, là, je dirais que c'est lors des transitions de contrat. Quand on opérationnalise le contrat, le nouveau contrat, puis on a à gérer une espèce de phase-out, phase-in des nouveaux produits, là. C'est là qu'on voit à quel point
justement l'écoulement de stock, le transfert de stock, l'arrivée des nouveaux produits, toute cette coordination-là avec la logistique et avec les clients aussi, là, ça va jusqu'aux clients, ça prend vraiment toute son importance à ce moment-là. Là. Je pourrais rajouter, Nancy, aussi les unités de mesure. Hein. Tu changes d'un fournisseur que c'est 50 dans une boîte, mais Oui. le nouveau fournisseur, non, c'est 60 dans une boîte. Donc, il faut vraiment que tu fasses attention. Là. En effet. Donc, faut que tu planifies justement avec tes gens de logistique que tu vas, exemple, à l'unité. Donc, peu importe ce 50, 60, 10, 15, 20, ton unité d'inventaire, c'est ta unité, tout simplement. Donc, il y a vraiment, tu sais, on disait tantôt, là, quand tu planifies ton contrat, là, tu sais, tu invites la logistique au début, avant le début. Tu poses, c'est-tu réaliste ce que je veux faire? C'est-tu optimisé? C'est-tu la bonne façon de le faire? Est-ce qu'on va être capable de soutenir mon appel d'offres ou quoi que ce soit? Puis les gens de la logistique qui ont une vision différente, souvent des acheteurs purs. Puis cette vision-là, combinée ensemble, c'est la meilleure chose que tu peux pas avoir. Mais si tu prends pas, c'est soit tu le fais avant ou tu le gères après. Donc, tu te bien de le faire avant puis de le gérer ensemble après que de gérer les conséquences et les catastrophes que tu peux avoir créées, tout simplement. Et ça va aussi loin que la codification aussi, hein, quand on parle de comment on va monter le bordereau. Oui. Ça a un impact sur la codification aussi par la suite. Donc, l'impact est grand au niveau des sorties de stock. Puis, on parlait tantôt aussi d'en parler avant l'appel d'offres. Pour la majorité des municipalités, la logistique et l'approvisionnement, c'est la même personne, c'est les mêmes équipes. Mais d'en parler avec ces gens-là, même 6 mois à l'avance, de dire, OK, je vais avoir ça qui s'en vient, j'ai tel projet, je pense aller vers telle orientation pour avoir le temps de réagir, justement. Est-ce que je vais avoir besoin de plus d'espace? Est-ce que c'est la bonne décision qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est des nouveaux projets qui vont nécessiter des transitions différentes? Donc, souvent, quand on est juste avant l'appel d'offres, il est déjà un petit peu trop tard pour se poser ces questions-là parce que le nombre d'options va être réduite par rapport à est-ce qu'on s'est vu venir quelques semaines ou quelques mois avant? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on comprend les impacts de prendre telle ou telle décision avec notre partenaire? Et après ça, on prend la bonne décision et c'est ça qu'on écrit dans le cahier des charges. Parce qu'on parle de chaîne, mais au-delà de la chaîne, c'est une circularité. On vérifie la stratégie, on fait le cahier des charges, on émet un contrat, on vit le contrat et là, jusqu'à dans le dernier droit du contrat, on jase ensemble et là, on repart. Et là, on tourne et on tourne et on tourne et ces maillons-là sont attachés ensemble. Tu disais, Alain, c'est une équipe et ça doit pas être l'un après l'autre, ça doit être l'un avec l'autre. Le client, les gens qui font les achats, la logistique, tout ça, c'est des gens qui doivent se parler autant pour le niveau réglementaire, le niveau de plus technique, opérationnel, le besoin vers le citoyen. Puis tout ça va s'attacher ensemble. La communication, c'est la clé. Puis de créer des points de contact à différents moments dans le contrat permet ça, de prendre les bonnes décisions et permet aussi de mieux comprendre quelles sont les bonnes ou les moins bonnes décisions qu'on a prises pour déjà se voir venir pour le prochain contrat et discuter avec notre client si on a d'autres idées, échanger, amener. Je pense que c'est vraiment super important. Dans votre parcours, panélistes, c'est quand vous avez réalisé que la logistique peut avoir un effet direct sur la rentabilité? Parce que nous autres, à Pro et Logistique, on ne génère pas de revenus, mais on est capable de sauver de l'argent. C'est l'effet de levier. Mais dans votre parcours professionnel, c'est quand vous avez réalisé que la logistique, c'est quelque chose de très important aussi? Je pense que tu arrives un certain temps, on a tout, en tant qu'acheteur, on a tout fait un super deal qu'on a dit, wow, je viens sauver beaucoup d'argent. Puis on est tellement content, puis on s'en va le soir au bar, puis toute la gang, on se tape dans le dos. Hey, je regarde le contrat, j'ai sauvé 500 000 puis c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Puis quelques mois plus tard, quand tu commences à l'implanter, puis tu commences à rouler, puis tu commences à jaser les gens, ben tu t'aperçois que les coûts de transport explosent, tu t'aperçois que les entrepôts débordent, tu t'aperçois que les équipes sont toujours en mode d'urgence, puis tu comprends pas pourquoi, que quelque part, puis toi, tu cours toujours après des commandes qui marchent pas ou quoi que ce soit. C'est là que tu comprends vite que le prix, c'est une ligne au budget, puis la logistique, c'est le reste. Hein.
Donc, tout ce qui est logistique, c'est vraiment, toi, tu as fait une ligne dans le budget, tout simplement, une dépense, mais toute la gestion de ce produit-là, c'est la logistique. Donc, un bon deal, là, peut devenir un mauvais résultat si tu prends pas le temps de maîtriser le flux qui vient avec. C'est pour ça que je disais que tantôt, la façon de changer le statu quo, la façon de le faire, c'est de, comme Maggie disait tantôt, c'est de commencer à y penser d'avance. Tu as un projet, tu impliques tous les gens de la chaîne, puis à partir de ces changements-là, tu vas pouvoir améliorer la situation, puis tu vas t'assurer que ta chaîne est bien attachée. Le meilleur exemple, c'est qu'est-ce qui arrive quand une chaîne d'un bicycle débarque, tu vas pas loin. Donc, tu dois t'assurer justement que ta chaîne reste sur le bicycle, continue à fonctionner, puis qu'elle est attachée ensemble. Puis, on le dit au début, la chaîne, ça va du début, le client, ça va tout ce qui se passe, la logistique, les comptes payables, etc. Il faut que cette chaîne-là soit attachée correctement, puis que tu puisses faire des choses, que la facturation fonctionne, que tout fonctionne correctement. Donc, tu dois faire ça avant l'appel d'offres, avant justement que ça soit inclus dans ton devis si tu as besoin. Puis, c'est le temps de le faire. Tu es encore en contrat avec ton ancien fournisseur. Si tu veux changer le statu quo parce que le statu quo ne fonctionne pas, tu as fait ton évaluation d'appel d'offres, tu as regardé c'est quoi ton contrat, comment il fonctionne, tu vérifies que les gens de la logistique, comme si ton contrat actuel va bien, va pas bien, qu'est-ce qui va pas bien, c'est le temps de le changer. Une fois que tu as signé ton nouveau contrat, il est trop tard pour le changer. Donc, c'est là tu t'aperçois vraiment que si tu n'as pas impliqué la logistique, là, tu t'aperçois que ça a de gros impacts sa rentabilité quelque part. Ben, moi, un des moments, en fait, que j'ai réalisé à quel point la logistique pouvait avoir un impact, c'est à partir du moment qu'on commence à implanter des indicateurs de performance, puis on voit à quel point le respect ou non-respect de nos contrats, puis on commence à creuser un peu plus les raisons pour lesquelles on ne respecte pas le contrat. Puis là, je réalisais que, oups, c'est parce que là, par exemple, les min-max n'étaient pas bien ajustés, les réapprovisionnements pas à temps, donc on se retrouvait en rupture de stock rapidement. Puis là, on n'avait pas beaucoup de temps pour réagir. Oups, le fournisseur à contrat avait pas assez de stock. Fallu se retourner chez un autre fournisseur, autre prix. Donc ça peut être une raison qui peut expliquer là, la rentabilité ou non, là. Mhm. Il n'y a pas si longtemps, le magasin, tant qu'il respectait ses budgets, personne n'en entendait parler. C'était réglé. L'histoire était finie là. Tu as respecté ton budget, tu as fait une bonne job, c'est fini. Et quand on se met à creuser un peu plus, on est en train de travailler justement un gros projet actuellement à la Ville de Montréal. On est en train de regarder l'ensemble des magasins ou des sites où on dessert les pièces mécaniques dans le réseau de la Ville de Montréal. Et c'est quand on se met à creuser dans le fond des tablettes et qu'on regarde ces pièces-là qui ont été achetées et qui n'ont jamais servi, on se dit, oui, on a peut-être respecté le budget, mais avons-nous acheté dans le passé correctement? Avons-nous mis les bons produits aux bons endroits? Avons-nous fait ça comme il faut? On a respecté un budget. Est-ce que ça a été rentable de faire ces achats-là? Absolument pas. Pour toutes sortes de raisons. La peur d'en manquer, le fait de ne pas vouloir en retourner, il peut y avoir 12 000 raisons, et bonnes ou mauvaises, c'est pas tellement grave. Mais on mettait l'emphase sur la gestion contractuelle après la commission Charbonneau. Là, ça a été juste le contractuel. On n'entendait pas parler des magasins. La pandémie nous a sortis d'un trou noir en disant, attendez une seconde, là, on a oublié un petit bout de l'histoire. Et là, ils nous ont sortis de terre. Puis là, on dit, oh, attends, non, c'est très important, ce petit bout-là aussi, on n'y avait pas pensé. Et c'est là qu'on dirait qu'il y a eu une espèce de coming out d'argent qui s'en allait dans cette zone-là et que personne n'avait jamais vraiment vu avant. Et là, tout à coup, on s'est mis à se faire dire, il faudrait regarder ça. Comment ça coûte le transport, puis comment ça coûte entreposer, comment ça coûte, qui va payer ça, puis qui paye ça, puis c'est comment ça fonctionne. Et là, tu te dis, est-ce que la qualité de nos inventaires est importante? La réponse, ça devient oui. Et c'est là que tout à coup, on se dit, tout ça a une valeur. Une valeur qui, parce que c'était sur la tablette et qu'on respectait un budget, personne ne se posait de questions. Et là, tout à coup, l'argent se fait plus rare. Oups, il faut faire attention. Et là, les feux sont tournés vers nous en disant, vous pouvez peut-être nous économiser de l'argent, ou peut-être qu'en réfléchissant un peu plus,
on va trouver des solutions innovantes qui vont nous amener à réfléchir à est-ce qu'on a besoin d'autant? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Est-ce qu'on doit réfléchir autrement? La réponse est oui. Donc, oui, la notion de rentabilité, mais même de qualité d'opération qui n'était, tu sais, moi, je suis dans le municipal depuis 2007, là. Je veux dire, la magasinier, là, à part quand il allait dîner, là, c'était une personne oubliée en arrière du comptoir, là. Tu sais, elle finissait là, là. Mais aujourd'hui, cette personne-là, elle fait partie d'un cycle. Elle est consultée quand on pose des questions, comment ça a été, est-ce qu'on doit rajouter des choses. C'était pas comme ça avant. Donc, oui, cette notion-là de rentabilité, elle nous a amenés ailleurs. La pandémie a eu ça de bon, de nous faire sortir un petit peu du sol, là, puis de dire oui, il y a là quelque chose de très important. Et il n'y a pas que la gestion contractuelle. Tu sais, on le disait tantôt, et Alain disait, c'est correct que tu aies économisé des sous au début, mais si tu le manges après, ben ces coûts d'évitement-là, et c'est ce qu'on commence cette année, nous, à vouloir mesurer, quels sont tous ces coûts d'évitement-là qu'on pourrait additionner qui vont faire en sorte que ça va donner de la valeur à notre chaîne, que ça va démontrer la valeur de toutes ces opérations-là dans notre organisation. Question pour vous, panélistes. Est-ce que la logistique est un client du service des appros? Absolument pas. C'est un partenaire. Ça fait partie, comme on disait, c'est une chaîne. Pas pour rien qu'on est rendu, on parle de chaîne de supply chain. C'est pour ça qu'on parle de supply chain. Puis la logistique fait partie de la chaîne d'approvisionnement. On ne peut pas séparer les deux ensemble. C'est quand tu sépares les deux, comme Maggie disait tantôt, c'est là que tu te ramasses simplement dans quelque part, tu te ramasses dans un monde que tu ne fonctionnes pas. Si tu veux que ça fonctionne, tu ne peux pas séparer les deux. Puis tu vas dans le privé, tu as des vice-présidents opérations, puis les vice-présidents opérations ont les approvisionnements, puis ont la logistique ensemble, en plus d'avoir le manufacturing. Donc, non, c'est pas un client, c'est un partenaire, c'est quelqu'un que tu dois travailler de main dans la main pour t'assurer justement que ça fonctionne correctement. C'est surtout pas un client. C'est surtout pas un client, c'est surtout quelqu'un qui travaille main dans la main avec quelqu'un d'autre. L'un ne peut pas aller sans l'autre et vice-versa. Et un client, c'est quelqu'un qu'on sert. That's it. Tandis que dans l'autre cas, c'est bidirectionnel. Donc, ça doit aller dans les deux sens. Et pour faire une bonne job comme en approvisionnement, pour faire une bonne job en logistique, il y a des échanges qui doivent se faire continuellement. Et moi, je souhaite et je travaille beaucoup sur les mots, justement, dire non, nous sommes des partenaires d'affaires pour supporter le service aux citoyens. Pour supporter le service aux citoyens, ça prend un ensemble de partenaires et on fait partie de ce partenariat-là. Donc, moi, ça me dérange toujours quand j'entends qu'on est un client. Parce qu'un client, c'est juste quelqu'un qu'on veut satisfaire, puis ça s'arrête là. Tandis qu'un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on communique beaucoup plus, qu'on écoute, qu'on échange. Oui, exactement. On jase ensemble, puis on trouve des solutions. Tu fais pas ça avec un client. Donc, non, on est vraiment des partenaires. J'ai peut-être un petit parti pris. J'ai souvent eu à travailler des organigrammes, puis ce qui a fait le plus de sens pour moi, c'est quand on avait, entre autres, un coordonnateur en haut de cette chaîne-là qui avait à la fois la logistique, réception, entreposage, distribution, les achats et la gestion contractuelle. Qui pouvait adresser un processus dans son ensemble. Donc, agir là où les enjeux ou les défis étaient. Donc, il n'y avait pas de parti pris. On regardait vraiment comme je pourrais dire, le big picture, là. Donc, c'est beaucoup plus efficace quand on le regarde de façon intégrée, là. Est-ce qu'on peut dire que de mauvaises décisions logistiques peuvent annuler les économies négociées par les achats? Les achats lancent un appel d'offres, il y a des gros savings, on sauve beaucoup d'argent, c'est des consommables, on rentre ça en magasin, il n'y a pas de rotation de stock qui se fait, on perd du stock. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça peut arriver que la logistique impacte négativement les bons coûts des approvisionneurs?
100% d'accord avec toi. Tu sais, l'argent, une fois que tu as fait ton approvisionnement, l'argent dort où? L'argent dort dans les stocks. L'argent dort dans les fréquences de livraison qui sont trop là parce que personne qui fait de la livraison, c'est pas gratuit. Là. Il n'y a pas un fournisseur qui dit je vais t'envoyer la livraison gratuite, je suis bien content. C'est pas vrai, il l'enterre dans son prix. Donc, tout ce qu'on fait tu sais, dans l'imagination, qu'on travaille ensemble, oui, si tu prends pas la bonne décision, autant la logistique, si l'information ne vient pas correctement, tu vas annuler tous les gains. L'argent est là. La logistique, la Pro fait son contrat, mais l'argent est dépensé par la logistique. C'est la logistique qui dépense, qui garde les stocks. Si tu fais pas des choses correctement, tu sais, souvent les gens vont dire, ça coûte rien, c'est sa tablette. Ben, c'est pas vrai. Tu sais, dans les années 1888, quand j'ai commencé à travailler, là, les taux d'intérêt étaient que 16, 17, 18 le dollar que tu mettais sur ta tablette qui dormait, là, il coûtait 18. Aujourd'hui, c'est 1, 2, 3, 4 donc ça n'a plus l'importance que ça avait. Mais dans le temps, si tu faisais pas attention à ce que tu faisais, tu mangeais ton cash flow, tu peux pas te permettre ça. Donc, oui, tu peux faire des mauvaises décisions, puis que tu vas avoir tous les gains que tu as fait de ce côté-là. Mais c'est pas blâmer la logistique. Dans la plupart du temps, les décisions sont pas prises en logistique. Les décisions sont prises en amont ou que les gens de la logistique n'ont jamais été concernés, consultés. Donc, c'est important de ce côté-là. Oui, tu peux perdre. C'est sûr qu'il y a des décisions qui peuvent être prises, par exemple, on prend la décision, par exemple, de mettre le stock en inventaire. On a l'obligation de valider les min-max, de s'assurer des saisonnalités. Il y a des décisions comme ça qu'on peut prendre qui vont être mauvaises sur le terrain, qui va être une mauvaise décision. Dire, j'ai mal jasé avec mon client, j'ai pas validé ses besoins, mettons, à cette période-ci de l'année, j'ai trop acheté. C'est sûr que ça arrive, là. Donc, ça fait partie de ça. Et oui, on mange de l'argent dans la désuétude des produits, les dates de péremption, les rotations de dates de péremption. C'est aussi ça aussi très important. L'usure, je vais prendre l'exemple d'essuie-glaces, par exemple. C'est un matériau qui sèche. Bon, ben, c'est sûr que si à un moment donné, je fais pas attention, à un moment donné, c'est plus bon. Donc, c'est localement, on a des actions à prendre pour s'assurer que la marchandise tourne, que ça va bien, que tout est bien placé, qu'il n'y a pas aussi, je sais pas, un amas de poussière ou de la saleté qui va briser l'équipement ou qui va faire en sorte que ça va être moins un bon produit. Mais ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir à tous les jours pour s'assurer qu'on maintient la marchandise en bon état. Ça, c'est une portion. Si on décide que la stratégie logistique, elle passe par le magasin. Si la stratégie logistique passe par un autre site que le magasin, ça, c'est effectivement aussi décidé en amont. Puis là, c'est là que si les mauvaises décisions sont prises, ça, c'est plus grave parce que là, on en a pour toutes les années du contrat là, à subir la décision. Et inciter aussi les fournisseurs à voir l'inventaire. Tu sais, pourquoi toi, tu supporterais l'inventaire, comme tu as dit, Alain? Là? Si le fournisseur est capable de te livrer le lendemain, ou tu n'as pas besoin d'avoir autant de stock, laisse le fournisseur supporter l'inventaire. Mais il y a un coût, t'oublies pas, hein, faut que tu calcules le coût parce que toi, tu supportes pas le coût, puis si tu fais supporter le coût au fournisseur, tu vas payer quelque part aussi. Il faut voir qu'est-ce qui est plus rentable. Est-ce que tu es prêt à prendre le risque demain matin d'être en just-in-time pur, puis potentiellement que tempête de neige, annonce de neige demain, hein? Donc, tempête de neige, tu reçois les équipements 2 heures plus tard que tu en as besoin, ben tu as des équipements de déneigement qui sont peut-être arrêtés pendant parce que tu ne traînais pas la pièce en inventaire. C'est là que l'ouvrage, il y a une analyse à faire, il y a dans mes fidou, dans mes fidontes, il faut que tu trouves le juste milieu quelque part pour dire, c'est sûr qu'il va arriver des journées que tu n'as pas prévu que la pièce A, il en t'en brise une par année, tu as une 4 qui ont brisé dans la même journée, ça va arriver. La loi de Murphy existe toujours. Mais quelque part, tu ne pourras pas traîner une voiture en pièces détachées ou un camion en pièces détachées en cas que. Donc, oui, tu dois faire affaire avec des bons partenaires, mais tu dois planifier ça. C'est pas un approvisionneur qui connaît que cette connaissance-là dans son bureau. Là. C'est le logisticien va le connaître, la personne qui fait les approvisionnements va le connaître. Quand je parle des approvisionnements, je parle le magasinier, OK, qui commande va connaître cette information-là. Mais dans ton bureau, tu ne le sauras jamais.
en tant qu'approvisionneur. Tu es trop loin des opérations, tu es trop loin de ce qui se passe. C'est pour ça que le contact, puis quand on parle de chaîne d'approvisionnement, je me répète, là, c'est probablement dû à mon âge, puis je répète beaucoup, mais si tu fais pas ça en bout de ligne, tu t'en vas pour le chaos, là. Tu t'en vas pour l'échec total. Les compagnies qui font pas ça, aujourd'hui, peut-être qu'ils sont, tu sais, tu prends une distribution consommateur, tu arrivais chez distribution consommateur, je suis pas sûr qu'ils s'appelle distribution consommateur, c'était l'Amazon avec le catalogue du temps, mais tu te rendais, tu arrivais là, puis tu te rendais au comptoir, puis il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec la distribution consommateur? Si aujourd'hui, distribution consommateur a eu du stock à la table, ça serait Amazon. Ça s'appellerait distribution consommateur au lieu de s'appeler Amazon. Pourquoi? Parce que quelque part, la logistique. Par la Target qui est venue au Canada il y a quelques années. Target, allait dans le magasin Target, puis il n'y avait rien sur sa tablette. Absolument rien sur la tablette, dans les tablettes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais mal évalué le besoin, etc. Donc, Target s'est retiré du Canada. C'est là qu'on parle de logistique. La logistique est importante. Il y a un coût qu'on n'a pas parlé beaucoup depuis tantôt non plus, c'est le coût environnemental. Tu sais, il faut réfléchir, on en entend beaucoup parler. On parle d'approvisionnement responsable comme étant mettre des clauses pour que les produits soient verts, mettre des clauses parce que moi, ce que je prétends, c'est acheter moins, c'est acheter mieux. Acheter moins, c'est mettre les bonnes choses aux bonnes places, faire en sorte que j'en perds moins et que je vais faire en sorte d'utiliser les choses au bon moment. Est-ce que j'ai besoin d'une livraison tous les jours? C'est un coût environnemental important, ça. Tous ces petits camions-là qui se promènent partout, là, à un moment donné, on va tous se réveiller puis se rendre compte de l'impact que ça a sur notre qualité de vie, sur les coûts de transport en général, sur l'environnement, sur plein de choses. Donc, nous aussi, tu sais, je me dis, on a aussi le devoir de se poser des questions comme organisme public. Quelle sorte d'exemplarité on veut donner, comment on veut agir comme citoyen. Puis je pense que ça aussi, c'est un grand point très important. Le toujours à dernière, puis j'ai besoin d'une chose, elle arrive le lendemain, j'ai besoin d'une chose, elle arrive tantôt, elle arrive dans 5 minutes. C'est pas vrai là, qu'on a tous la même urgence, puis on est très habitués maintenant à ça. Mais je pense qu'on va devoir ramener notre balancier justement à dire, et c'est à ça que ça sert la logistique. À quel endroit je vais mettre certains produits pour éviter toutes ces petites transactions-là qui coûtent extrêmement cher en paiement, en facture, en coûts administratifs. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on n'a pas parlé. Oui. Tous les coûts administratifs reliés aux mini-achats, mini-BC, des trucs de 50 $ quand ça te coûte 150 pièces et mettre un chèque. Je veux dire, c'est des choses la logistique sert aussi à ça. C'est pas juste une question d'avoir la bonne pièce à la bonne place, c'est combien ça va me coûter de façon beaucoup plus large. Il y a des études qui ont été faites qui disaient que gérer un chèque, là, une commande jusqu'à l'émission du chèque, c'est environ une centaine de dollars. Donc, quelque part, tu achètes 25 $, puis je vais faire un bon deal, je vais acheter pour 25 $, mais tu viens de coûter 100 $ d'administratif parce que tu as émis un bon de commande, tu as émis un chèque, tu as émis tout. Donc, il faut que tu trouves le bon niveau, justement, pour pouvoir faire ça. Il y a des coûts. Pire encore, tu le retournes. Encore plus si tu le retournes parce que tu n'as pas acheté la bonne chose. Donc, oui, 100% d'accord. Exact. Panélis, dernière question avant la pause de la première partie. Bon, à quoi ressemble une collaboration idéale entre les équipes achats et logistique? Exemple, est-ce qu'il faudrait faire des staff meetings, que tu invites la logistique avec les acheteurs pour vraiment que les deux équipes se parlent? Comment voyez-vous ça? Y a-t-il une façon de rendre ces deux équipes-là plus proches? Ben, une des choses que j'ai déjà expérimenté dans un établissement, dans plus qu'un établissement, c'est des rencontres, mais par secteur de produits. Donc, à une certaine fréquence, à 2 fois par semaine, par exemple. Par exemple, la cellule médicale se rencontrait un acheteur, quelqu'un de la logistique, plus un responsable. Puis là, il analysait, entre autres, les BO, l'état des stocks, et là, prenait des décisions sur le spot. Mais
ce que ça nécessite, c'est des rencontres qui sont bien préparées, puis des outils aussi bien préparés là, pour rendre visible le tout, puis rendre aussi les rencontres efficaces. Mais ça, là, assurément, là, j'ai vu une très grande différence avec ce type de rencontre-là. Je pense qu'il faut aussi trouver des façons que chaque équipe comprenne les limites de l'autre et le rôle de chacun. Parfois, bon, ça va être embêtant, la logistique va dire: «Oui, mais là, nan puis les gens, les achats vont dire: «Ouais, mais là, moi, j'ai un appel d'offres à faire, fait qu'à un moment donné, ça va falloir que je le parte». Puis c'est sûr que la vitesse à laquelle notre vie roule aujourd'hui rend ça parfois un peu difficile, ces connexions-là. Il faut effectivement se trouver des routines de discussion pour comprendre qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, quels sont les impacts de part et d'autre de ces décisions-là pour qu'on se comprenne mieux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Puis je le dis, on le sait tous, là, ça va vite, 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 toujours vite, ça change vite. On a beaucoup d'informations qui roulent. Fait que on a tendance souvent à rouler dans notre chemin puis faire ce qu'on a à faire. Mais effectivement, ces rencontres-là, pour partager, prendre le temps de se comprendre puis de se connaître, c'est la base. C'est là l'avantage de faire un changement et de dire que ça n'existe plus la logistique, ça n'existe plus les approvisionnements. Ce qui existe, c'est la chaîne d'approvisionnement. C'est la direction de la chaîne d'approvisionnement. Puis tout ça est ensemble. Nancy disait tantôt que dans ses meilleurs succès, c'est quand tous ces gens-là il y avait un coordinateur en haut. Il faut s'en aller vers cette direction-là quelque part. T'as pas le choix. Tu peux pas séparer les deux. Si t'as pas le même patron en haut, on est tellement en train de lasser un l'autre, puis tu peux pas avoir les mêmes objectifs, à moins que tu aies deux très bons patrons qui se comprennent. Le fait de mettre un chapeau au-dessus de cette chaîne-là, c'est le futur, c'est la façon de travailler, c'est la plupart des grandes compagnies qui sont les leaders mondiaux vont dire que c'est la seule façon. Tu n'as pas le choix, tu peux pas séparer les deux. La journée que tu sépares, tu auras des décisions, des images, des choses différentes que les gens verront. Tu n'auras pas les mêmes objectifs. Tu n'as pas les mêmes objectifs. Puis la seule façon d'avoir les mêmes objectifs, c'est d'avoir la même structure, le même regroupement. Tu n'auras pas deux objectifs différents. Mais la même vision aussi. Ouais. La même vision. Un boss en haut, tu peux pas avoir deux visions, à moins qu'il est bicéphale. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'Apport Collectif sur Spotify, Apple Podcasts et Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible à la mi-mars. L'épisode 7 mettra en vedette Maggie, Patricia et Marie-Michel, où pour le mois de la femme, nous discuterons de leadership au féminin, la voie du changement en approvisionnement. Panélistes, continuons la discussion quant à la logistique et son apport méconnu à la performance d'une organisation. Quelles sont les erreurs susceptibles de se produire lorsque les acheteurs prennent des décisions sans impliquer la logistique? Je peux me lancer, si vous tente que je me lance. Tu sais, si tu ne consultes pas la logistique quand tu fais ton appel d'offres dans tes puis je parle d'appel d'offres, là, ça peut être une commande tout simplement, un bon de commande tout simplement. Là. Donc, tu peux te ramasser avec des volumes irréalistes. Tu vas te ramasser avec des volumes qui ne tiennent pas la route. Tu vas te ramasser avec 3 ans d'inventaire parce que tu n'as pas besoin, puis ça ne te donne rien. Là. Ça coûte de l'argent, on disait tantôt. Tu vas te ramasser avec des délais raisonnables. Tu peux pas te permettre d'avoir des livraisons dans 6 mois si tu en as besoin à tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu fasses 6 mois de commande d'avance. Ça ne tient pas la route, ça non plus. Puis, tu as des contraintes physiques comme quelle sorte de camion que tu as besoin. On parlait de camion de 53 pieds qui reculait tantôt. Là. Il y a des places qui n'ont pas de quai de niveleur pour pouvoir prendre un camion de 53 pieds. Ça prend ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, mais ça prend un tailgate. Les gens de la logistique vont pouvoir le savoir. Tu vas pouvoir l'écrire dans ton appel d'offres, dans tes besoins. C'est pas le même prix. Le gars qui a juste de 53 pieds, ben il n'y en a pas de tailgate. Mais s'il gagne le contrat, il va toujours en acheter un. Donc, c'est toutes sortes de où en louer un. Donc, c'est des choses comme ça que tu regardes que tu as, tu sais. Un contrat parfait sur papier, là, ça peut être un cauchemar opérationnel. Donc, il faut que tu inclues l'opérationnel dans ta décision pour éviter que ton cauchemar n'existe pas, ne se réalise pas.
Et comprendre le marché aussi, comprendre le marché autour du produit, qui permet de savoir justement qu'est-ce que je vais inclure dans mon appel d'offres pour être capable de dire, OK, oui, dans ce type de marché-là, il n'y a pas tant de pénurie ou c'est moins sujet, par exemple, aux variations de prix, aux tarifs, parlons des tarifs, à toutes sortes d'inconvénients qui peuvent faire en sorte que soit je vais en garder plus, justement, pour essayer d'éviter des augmentations de coûts qui sont imminentes, puis on le sait que ça s'en vient, mettons, on va décider d'en acheter plus. Dans un autre cas, on va décider d'en acheter moins, mais c'est des types d'emballage, on en a parlé tantôt, Alain, de la façon dont c'est emballé, il y en a combien dans la boîte, est-ce que ça fait plein de sens d'en envoyer autant? Après ça, moi, quand je vais vouloir ressortir ça de mon entrepôt puis l'envoyer ailleurs, ça va être le bon type d'unité? Il y a tellement de questions qu'il faut se poser pour savoir justement entre le fournisseur et le client final, comment on va s'assurer que ce soit le plus fluide possible. Et c'est des décisions là, qu'il faut prendre. Il y a beaucoup de questions à se poser. Beaucoup, beaucoup de questions à se poser. On pense à tous les paramètres de commande, là, la fréquence, le moment. Il faut que ça soit complètement arrimé avec la logistique pour que ça fasse du sens sur le terrain. Là. Pas que les gens au quai reçoivent des grosses commandes de gros fournisseurs en même temps, ou que ça soit bien nivelé dans la semaine. Donc, ça, c'est des éléments importants à tenir compte. Là. Oui, des horaires de livraison, hein, Nancy, c'est ça que tu dis? Oui. Ben, en fait, il y a toute l'arrimage de c'est quand les heures de tombée de commandes, c'est quand on réapprovisionne, c'est quand on lance les commandes, c'est quand ils livrent les commandes. Donc, tout ça, ça doit être pensé entre c'est des discussions à avoir, achat et logistique et fournisseurs également. Là. Et je vais ajouter un exemple vraiment cocasse. Pendant la pandémie, à un moment donné, on était en manque de masques. Et là, il fallait trouver des solutions. Et il y a eu des OBNL qui ont été mis à profit pour faire des masques en tissu. Et là, ce qu'on s'est mis à recevoir, c'est des grosses poches, des gros sacs avec plein de masques en tissu dedans. Mais là, tu as ça dans un environnement d'entrepôt avec de la poussière, avec tu sais pas quoi faire avec ça. Tu sais, c'est louable, on a trouvé des masques, mais comment je vais faire, moi, pour m'amener tout ça à destination pour que ça fasse du sens pour la personne qui va le recevoir? C'est des exemples comme ça qui font que la demande est remplie. Mais après ça, c'est un casse-tête vraiment complexe, puis tu veux pas perdre ces produits-là. Et là, tu as tout le point de vue sanitaire qui est entré en jeu. Donc, c'est ce genre d'exemple-là. C'est le genre d'exemple complexe. Je parlais de mes camions tantôt, mais ça, c'en est un autre qui vient de me venir en tête. Là. Je vois encore la tête des gens de l'entrepôt sur le dock de réception avec ces gros sacs-là qui me dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je vais faire pour l'amener, mettons, à destination? Fait que ça fait partie des questions qu'on doit se poser. C'est un bon exemple là, qui nous a fait quand même rire après là, parce qu'on s'est dit, bon, ben, tu sais, on était mal pris, puis on a voulu tout le monde aller vite ou peu importe, là, mais c'était complexe après. Quels indicateurs logistiques les acheteurs devraient absolument suivre? On en a plusieurs dans notre cas. On a le délai de traitement, on a des délais de livraison, ça peut être la rotation des stocks. Il peut y avoir des types d'achats aussi, monitorer des types d'achats. Par exemple, nous, ce qu'on a tenté de faire dans le dernier projet qui est en cours, c'est justement de tenter d'acheter plus à l'interne, moins à l'externe pour faire tourner notre stock un peu plus, pour éviter les coûts administratifs aussi, réduire les coûts de transport ou environnementaux des petits fournisseurs qui se rendent vite dans le centre-ville. Donc, on monitore ça aussi, les achats internes versus externes. Donc, oui, il y a beaucoup de... Et là, bientôt, on veut mesurer justement les coûts d'évitement des stratégies logistiques, par exemple, qu'on va mettre en place pour essayer de voir, mais au-delà des économies qu'on fait sur les ententes, qu'est-ce qu'on génère comme économie à l'extérieur de la création de ces ententes-là? Les coûts de retard. Les coûts de retard que tu vas avoir, parce que c'est un coût énorme, les coûts de retard.
le fournisseur qui livre pas, tu sais, souvent les gens de la logistique vont devenir ton partenaire, comme on disait tantôt, en te disant, hey, ce fournisseur-là, il est toujours en retard, il livre pas. Ma tablette, on avait prévu d'avoir 10 jours sa tablette, mais je tombe toujours, ma tablette elle se vide toujours parce qu'il livre jamais. Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie des yeux. Tu sais, la logistique devient les yeux de l'approvisionneur sur le terrain, comment que ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, que ça va bien, que ça va pas bien. Quand on parlait de partenaires, de façon de travailler ensemble, de rencontres hebdomadaires ou quoi que ce soit, peu importe comment tu veux le traiter, ces gens-là sont tes yeux. Donc, c'est eux autres qui voient comment ton contrat se comporte, comment la santé de ton contrat. Donc, si ton contrat est en bonne vie, il n'y aura pas de problème. Mais il faut vraiment que de ce côté-là, ça devient tes yeux de contrat. Tu peux pas séparer les deux ensemble. Donc, les deux doivent travailler ensemble, main dans la main, puis filer l'information de l'autre côté. Tu sais, il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin d'un contrat puis de te faire dire, on en a déjà parlé dans des programmes présentement, là, on parlait d'évaluation des fournisseurs, et de te faire dire, ah, il est pas bon ce fournisseur-là, mais ça fait 3 ans que tu travailles avec. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que ton partenaire en bas, la logistique, nécessairement, eux autres l'ont probablement vu. Puis ils savaient que c'était un fournisseur qui est pas bon et qui est pas correct. Mais parce que tu n'avais pas de lien, tu n'avais pas de partnership avec les autres, ils te le disaient pas. Eux autres, ils sont foutés royalement, mais c'est pas ça. Avec une façon de travailler d'une façon commune, tu vas gagner énormément. Tu vas avoir des économies de gagner, puis tu vas avoir des bons fournisseurs que tu vas développer. Les crises récentes, comme crise géopolitique, chaîne d'approvisionnement, inflation, transport, Pandémie. ouais, pandémie, est-ce qu'ils ont changé la perception de la logistique chez les acheteurs? Un nouveau respect. Je vais dire oui. Ils ont changé, pas que la perception. Ces crises-là ont changé la perception des organisations sur la logistique. Mhm. Parce que la logistique, elle a sauvé, quand je parle logistique, là, j'y vais d'une façon large, approvisionnement, distribution, etc. La logistique a sauvé beaucoup d'entreprises. Les hôpitaux, là, le département de logistique, souvent, c'était le gars qui m'emmène mes petites affaires dans ma tablette, là. Mais quand les gens ont commencé, il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus de visière, il n'y avait plus de jaquettes, il y avait les gens des approvisionnements et de logistique ont travaillé ensemble super fort pour trouver du stock, le livrer, aller le chercher, le ramasser. Cette vision-là, une crise, quand tu as une crise habituellement, là, vers l'armée canadienne, là, il y a un département de logistique là, quand c'est beau d'envoyer des soldats en Europe, mais il faut que tu les envoies en Europe, les soldats. OK? Donc, qui va envoyer les soldats, puis les tanks, puis les chars d'assaut en Europe? C'est les gens de la logistique. Donc, dans les organisations militaires, la logistique joue un rôle super important. Puis je pense que c'est ce qui est arrivé un peu avec les crises qu'on n'avait jamais vécues nécessairement dans le réseau de la santé. C'est que les gens se sont aperçus que la logistique peut faire arriver des choses. Puis c'était super important. Ben là, on parle on a des crises climatiques aussi, là, tu sais, on a, exemple, les inondations, tout ce qui met la ville à risque. On parle de chaleur extrême, tu sais, je vais parler pour nous, là, avoir de l'eau, est-ce qu'on peut rapidement amener vers des zones d'itinérance, par exemple. On a aussi d'être capable de, de se prévaloir d'espace rapidement pour augmenter nos quantités de stock, par exemple, parce qu'on a tel ou tel décret qui est en train de se faire signer, puis on sait que tel produit va augmenter drastiquement. Oui, parfois, on va rentrer 3 ans de stock parce qu'on sait qu'exemple, on est en fin de course, puis que l'augmentation va être majeure quand on va changer de contrat. La logistique, ça sert aussi à ça, de dire, ben, ça vaut moins, ça coûte moins cher de l'entreposer que d'attendre qu'on se fasse charger la totale quand on va renouveler le contrat. Donc, tout ça vient bousculer l'espèce de petite routine qui était là avant, où je parlais tantôt, le magasinier, là, c'était quelqu'un qu'on oubliait derrière le comptoir. Il donnait. Maintenant, c'est plus que ça. Le centre de distribution, les points de service qui desservent servent à ça. Puis au-delà de ça, les gens qui planifient là, les stratégies logistiques essaient de voir, justement, on parlait du marché, comment le marché va se comporter dans telle ou telle situation. Y a-t-il une crise avec les bateaux quelque part? Les ports sont fermés? Y a-t-il... Tout ça, là, c'est majeur et ça nécessite des réflexions sur comment et où on va entreposer le stock pour pas mettre nos opérations en péril. C'est aussi à ça que ça sert et c'est une panoplie
d'événements qui peuvent arriver qui font en sorte que la logistique est mise à contribution. Et souvent, c'est la crise qui fait ressortir la logistique, là. Il y a quelques années, on a vu une panne d'eau à grandeur, un bris d'aqueduc avait causé une panne d'eau à grandeur de l'Est de Montréal. Les gens de la ville de Montréal sont arrivés dans les hôpitaux avec des bouteilles d'eau, c'est pas l'acheteur qui a fait ça, là. Tu sais. L'acheteur a peut-être acheté des bouteilles d'eau, trouvé quelqu'un pour le faire, mais les gens de la logistique, c'est eux autres qui ont venu faire la livraison. C'est eux autres qui ont venu aider la population, justement, durant ces 2 jours-là qui a manqué d'eau dans une bonne partie de la région, là. Donc, oui, les crises ont donné une vision différente à la logistique, de la logistique, devrais-je dire. Puis ça a aidé énormément. C'est sûr et certain. Mais pourquoi attendre une crise avant de regarder puis de voir la logistique? Puis la chaîne d'approvisionnement. Tu n'as pas besoin de crise. On est là à longueur de journée, on est là à longueur de semaine. Il faut prendre le temps justement de nous consulter pour voir comment on peut aider puis faire des économies. Puis ce qui est le fun, c'est les gens de la logistique, c'est des gens très terre à terre, très mode solution. Puis on aime ça, on en mange, on a le goût de trouver des solutions, on a le goût de trouver des nouvelles avenues. On attend juste ça, de recevoir des gens qui viennent dire, écoute, on va travailler ensemble, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, je pense que honnêtement, on gagne à être connu. Moi, j'essaie le plus possible de faire connaître là, sur les réseaux sociaux justement les réalisations qu'on fait parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en jase pas assez de ça. C'est vraiment important. Donc, je pense que ça peut juste continuer de s'améliorer. Puis c'est par ce genre de situation-là là, qu'on vit aujourd'hui où on est capable d'en parler. Je pense que ça va continuer d'améliorer la situation. Je pense que ces nouveaux contextes-là ont peut-être amené à être plus, au niveau de la logistique, là, plus proactif que réactif. Donc, on n'a pas eu le choix. Donc, proactif dans la stratégie, proactif dans les outils aussi pour anticiper les pénuries. Fait qu'on est meilleur, là, je pense, là, au niveau de la logistique, là. Au début des années 2000, là, la logistique, c'était le gars qui allait le domper du stock sur le plancher puis qui repartait à la course après. Là, on a commencé à parler de double casier, de service à 30 pieds, à 30. Tu sais, aujourd'hui, on parle du 30 mètres, là, puis il y a un logisticien sur l'étage, quelqu'un de la logistique sur l'étage qui s'occupe de tout, le stock des infirmières. Mais dans le temps, quand on a commencé ça, on faisait ça au balbutiement, là, on commençait à rien. Mais on a sauvé tellement d'argent parce que quand tu allais faire le ménage d'unité de soins, souvent tu découvrais des monstres cachés dans le fond des armoires qui attendaient juste de sortir, tu sais. On a jeté du stock parce que les gens cachaient dans du stock en ayant une rotation des Alain caché le inventaires. plafond aussi, hein? Te rappelles-tu? Je ne dirai pas ces choses-là. Je n'ai pas le droit de répéter ces choses-là qu'on a vues dans le temps. Donc, mais c'est ça. Mais le but, c'était justement d'avoir une meilleure rotation des inventaires, avoir moins de pertes, parce qu'il y avait de la perte énorme. Puis au début, les gens étaient, je vais perdre mon pouvoir sur mes commandes. Ben non, tu n'as pas perdu le pouvoir sur les commandes. Mais ce changement de mentalité-là, qu'on a fait, c'est la logistique qui le fait, là. Les économies qui ont été faites grâce à ces doubles casiers-là sont énormes, sont dans le réseau de la santé, là. Puis ça a libéré du temps infirmière qu'au lieu de mettre du stock dans la tablette, à soigner les patients. Ils sont payés pourquoi? Ils sont là pour soigner les patients. Ils sont pas là pour faire on a chacun notre rôle, puis c'est quand on essaie de jouer dans le cours du voisin, on n'est pas bon nécessairement, puis la logistique est très bonne à ce qu'elle fait. Donc, c'est important de laisser la logistique faire son ouvrage, puis de pas s'inventer logisticien si c'est pas ta tâche. Moi, je serais pas chirurgien, neurochirurgien, c'est pas ma tâche. Mais en tant que logisticien, par exemple, je suis pas mauvais. Ouais? Laissez-moi vous aider et travailler avec vous. Partenaire dans le service. C'est ça. Et voilà. Panélistes, dernière question avant la fin de l'épisode. Si vous deviez donner un seul conseil à un acheteur pour améliorer la rentabilité via la logistique, ce serait lequel? Ben, Vas-y. vas-y, Alain. Non, Vas-y, Alain. vas-y. Je vais parler ce soir de toute façon. Hein, tu te rappelles là, ce qu'on s'est fait. C'est pour ça que je vais justement te laisser parler. Non, en fait, le seul conseil que je dirais, c'est vraiment, moi, je prends le travail d'équipe, vraiment. Le travail d'équipe puis l'apprentissage des connaissances de part et d'autre.
pour justement, puis respecter le travail de chacun, mais la mise en commun de ça est extrêmement payante. Puis on a après ça un succès commun qu'on peut partager et ça aussi, c'est très fort. Ce partage-là d'idées, de concepts, de venir comme on disait tantôt, les yeux de l'autre, de travailler, tu peux pas passer à côté, là. Tu sais, le travail d'équipe, là, va faire en tant que tel, tu vas partager le risque. Pourquoi ce serait juste un des deux groupes qui serait responsable, tu sais, du risque? Ça va te permettre une diversification, ça va te permettre d'avoir des stocks plus intelligents, ça va te permettre d'avoir des scénarios alternatifs que tu verras pas nécessairement dans ta structure à toi. Le fait de partager les idées, tu sais, deux têtes en valent mieux qu'une. On pourrait sortir plein de dictons qui existent dans la langue française si on veut, mais c'est sûr et certain qu'en travaillant main dans la main, tu ne perdras pas, tu vas être gagnant. C'est sûr, tu vas réduire les risques. Le risque, là, ça ne s'élimine pas, mais ça se gère. Puis si tu prends le temps de le gérer avec les gens de la logistique, ben, tu vas te gagner en bout de ligne. Là. Tu sais, tu gères ton contrat, puis la logistique va gérer la réalité. Parce que c'est ça, la logistique, c'est la réalité du quotidien. Donc, tu travailles ensemble, tu as les gens qui gèrent le contrat, puis tu as les gens qui gèrent la réalité. Tu mets ça ensemble, ça ne peut pas faire moins rapport qu'une équipe gagnante. Moi, je dirais aux achats, je dirais partager et au partenaire final, au bout de la chaîne, celui qui a le besoin, planifier. C'est vraiment les deux mots que je trouve très importants là-dedans. Moi, mon message, il serait peut-être plus aux gestionnaires. Assurez-vous dans une intégration de nouvel employé qui puisse se déplacer physiquement, aller rencontrer la logistique et l'inverse aussi, et rencontrer aussi les clients internes, les comptes à payer même pour comprendre la réalité de chacun, établir la relation aussi avec ses collègues, pas juste on est à un air où on répond à des courriels, mais on connaît pas l'autre personne au bout du fil, au bout du courriel, là. Puis on a comme cette gêne-là d'entrer en contact, mais de vraiment le prévoir dans l'intégration de tout nouvel employé, de faire le tour du jardin, là. Donc, moi, ce serait ça mon conseil. Quand on parle de rencontrer les gens, là, on s'entend que le télétravail, puis on va amener la pandémie, le télétravail qu'on a créé dans le monde est une bonne chose, a certains avantages, mais ce côté-là de partage, de voir quelqu'un face à face, c'est pas pareil. On peut pas se mentir, on peut pas dire que c'est exactement la même chose. Donc, dernièrement, aux nouvelles au Québec, on entend de plus en plus la fin du télétravail dans beaucoup d'organismes. Puis c'est une des raisons que la fin du télétravail s'en vient de ce côté-là. C'est pour permettre les gens de s'asseoir, de partager et de prendre le temps de partager ces informations-là. Contact humain, là, c'est ce que mieux des fois, là. Donc, quand tu prends le temps de t'asseoir avec les gens de la logistique, les gens des approvisionnements, d'amener, comme disait Nancy tantôt, d'aller prendre le temps de t'asseoir dans un entrepôt et d'aller prendre le temps de rencontrer comment ça fonctionne, surtout les nouveaux gestionnaires. Là. Si tu prends le temps de passer un peu de temps avec ta logistique, avec tes approvisionnements, avec tes contrats, tu vas mieux comprendre comment ça se fonctionne, puis tu vas pouvoir prendre des meilleures décisions. Parce que c'est le cœur. Tu sais pas, mais c'est en dessous, quelque part, c'est en dessous de la logistique et de la couche. Tout est beau, là. Dans un hôpital, tout est beau. Tu vois le médecin, les blocs opératoires. Mais enlève la logistique, enlève les cuisines, enlève la salubrité. Puis il va y avoir beaucoup dans la logistique, là. Pas juste le transport, là. Le département de logistique, là, c'est tout ça en tant que tel, là. C'est le ménage, c'est les cuisines, c'est la livraison, c'est le plancher, c'est la buanderie. Enlève tout ce côté logistique-là, parce que c'est ça, la logistique. C'est pas juste l'entrepôt, puis c'est pas juste les appros. Donc, tout ce qui se passe en dessous, dans la couche inférieure cachée, enlève tout ça, tu fermes un hôpital. Ça va prendre le temps de même. Alors, ferme les cuisines, tu viens de fermer. Ferme la salubrité, tu viens de fermer. Ferme les achats, ferme les magasins, tu viens de fermer un hôpital. Tu le vois pas, les gens de l'extérieur ne le voient pas. Mais la logistique est tellement importante que tu peux pas la passer de côté. Puis justement, c'est le temps de rencontres comme aujourd'hui. Si on fait des rencontres d'approvisionnement, c'est beau, on parle on parle de contrat, mais quelque part, dans la logistique, tout ça, ça donne rien.
Mesdames et messieurs, la logistique n'est pas qu'un simple maillon de la chaîne d'approvisionnement, c'est un levier stratégique trop souvent sous-estimé par les acheteurs, alors qu'elle a un impact direct sur les coûts, la performance opérationnelle et la rentabilité des organisations. À travers nos échanges, on a mis en lumière l'importance de mieux comprendre les enjeux logistiques, de briser les silos entre les fonctions et surtout de passer d'une logistique d'exécution à une approche plus stratégique et collaborative. Qu'il s'agisse de transport, d'inventaire, de partenaires ou de données, chaque décision logistique peut devenir une occasion d'optimiser, d'innover et de créer de la valeur. En somme, mieux intégrer la logistique aux décisions d'achat, c'est se donner les moyens d'être plus agile, plus résilient et plus performant. Le message clair, la logistique n'est pas un coût à gérer, mais un investissement à maîtriser pour atteindre, d'une façon constante, la rentabilité. Panélistes, c'est ainsi que se conclut l'épisode 6 de l'apport collectif. Un immense merci à nos panélistes Maggie, Nancy et Alain pour leur générosité, expertise et réflexion éclairante. Votre apport contribue grandement à la richesse de ce balado. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de cette aventure. J'aimerais aussi remercier tous nos partenaires qui ont pour mission de faire avancer la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain avec Patricia, Maggie et Marie-Michel, où nous parlerons pour le mois de la femme de leadership au féminin, la voie du changement en approvisionnement. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci panélistes.